La vaste salle du Conseil galactique vibrait d'une tension électrique. Chaque siège gravé d'antiques runes, habité par les représentants de 47 espèces venues des confins du cosmos. Les silhouettes reptiliennes, insectoïdes, aviennes, amorphes, baignaient dans une lumière chatoyante, filtrée par la voûte cristalline, dessinant des reflets irréels sur le sol poli. Au centre, à la tribune, l'ambassadeur calé de la Fédération Altari se tenait droit, malgré la pâleur de sa peau bleutée et la crispation qui tirait ses traits. La voix de Kell, amplifiée par les dispositifs de traduction universelle, résonna dans la salle, claire mais tendue. « Être du Conseil, j'apporte des nouvelles d'une urgence extrême. Notre flotte d'exploration a découvert une nouvelle espèce à la lisière de la galaxie. Ils se nomment humains. Leur monde s'appelle Terre. Un frisson parcourut l'assemblée. Des yeux multiples, des antennes, des tentacules, tous se tournèrent vers la tribune. Des murmures, des sifflements, des claquements d'ailes et de carapaces se mêlaient à l'air, alors que la nouvelle se répandait comme une onde de choc. Certains prenaient des notes holographiques, d'autres échangeaient des regards inquiets ou curieux. Dans la section Draconus, le général Vex, géant à l'écaille écarlate, se leva. Sa stature dominait les rangs, ses griffes effleurant le pupitre, sa gueule entr'ouverte, dans un rictus carnassier. « Nouvelle espèce, nouveau territoire, nouvelles ressources !» déclama-t-il d'une voix profonde qui fit vibrer la structure même de la salle. « Voilà une excellente nouvelle !» Les Draconus éclatèrent d'un rire rauque, un tonnerre de moquerie qui résonna jusqu'aux hauteurs du dôme. Vex, d'un geste large de la main, balaya les inquiétudes de Cale. « Dangereux? Vos peuples voient le danger dans leurs propres ombres, ambassadeur. Que pourraient faire des primitifs pour menacer une assemblée telle que la nôtre ?» Cale serra les dents. Ses mains tremblaient à peine lorsqu'il activa le terminal devant lui. Un cône de lumière jaillit, projetant des images mouvantes au centre de la salle. Des paysages terrestres, des villes lumineuses, des océans frémissants, puis des foules d'humains, pressés, riant, hurlant, créant, détruisant. Les images défilaient, machines volantes, mégalopoles, conflits, fêtes, inventions, ruines et renaissance. « Permettez-moi de vous montrer ce que nous avons découvert », lança Cale, sa voix vibrant d'une inquiétude palpable. Le silence tomba, presque total. Même les représentants des races silencieuses, qui communiquaient par ondes mentales, suspendirent leur dialogue pour observer. Les images du passé et du présent de l'humanité s'enchaînaient. Premiers feux, premiers outils, guerre sans nombre, alliances fragiles, progrès vertigineux. On y voyait des humains se relever après chaque chute, reconstruire après chaque désastre, défier la nature, se défier eux-mêmes. Dans les yeux de certains délégués, une lueur de fascination s'alluma. D'autres restaient sceptiques, méprisants, inconscients du poids des révélations. « Regardez-les », insista Cale, sa voix montant d'un cran. « Leur monde a survécu à d'innombrables cycles de destruction. Ils sont imprévisibles, capables de compassion extrême, comme de violence inimaginable. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. » Le général Vex, croisant les bras, haussa un sourcil, amusé. « Beaucoup de bruit pour une poignée de bipèdes à la technologie primitive, lâcha-t-il. Notre conseil a vu pire, Altari. » Mais Cale secoua la tête, son regard hanté rivé sur l'assemblée. « Non, général, ils sont différents. Leur capacité à changer, à s'adapter, à survivre. C'est cela qui les rend dangereux. Ils transforment chaque menace en force, chaque faiblesse en arme. Ils progressent à un rythme que même nos archivistes peinent à comprendre. » Un silence pesant s'installa, troublé seulement par le bourdonnement lointain des traducteurs. Certains représentants échangeaient maintenant des regards lourds de sens. Des craintes diffuses prenaient forme dans l'esprit collectif du Conseil, alimenté par les images fascinantes et inquiétantes de cette terre lointaine. Cale, la voix à peine plus qu'un souffle, conclut. « Laissez-moi vous dire ce que nous avons découvert. » Dans la salle,
Le conseil tout entier retenait son souffle, suspendu à la révélation à venir. La sphère bleue et verte de la Terre tournoyait en majesté au cœur de l'holo-affichage, suspendue dans le vide comme une perle vivante. À sa surface, d'immenses cités s'étendaient, veines lumineuses sur la peau du monde, tandis que des véhicules fourmillaient sur les routes, dans les airs, sur les océans. L'image s'éleva, révélant des stations spatiales humaines, des modules posés sur la Lune, de fines silhouettes métalliques orbitant en silence autour de la planète mère. La voix de Cale résonna, grave, presque mélancolique, couvrant la fresque mouvante de l'holomontage. Ils ont atteint le vol spatial de base, débutait-il, des colonies sur leur Lune et sur les planètes proches. Nous avons établi le contact en usant des protocoles pacifiques habituels. Au commencement, ils nous ont accueillis. Ils étaient curieux, amicaux, avides d'apprendre. Dans la salle du conseil, les regards fixaient l'holo-affichage, fascinés. On y voyait des humains lever les yeux vers les cieux, des enfants pointer des télescopes, des foules applaudir au lancement de fusées. Des mains humaines, ouvertes, tendaient des objets vers les visiteurs galactiques. Fruits, livres, instruments de musique, symboles d'une civilisation vibrante et foisonnante. La scène émanait une chaleur inattendue, un enthousiasme naïf. Mais, dans la section Draconus, le général Vex bâilla ostensiblement. Sa langue bifide claqua, écho de son ennui dans la grande salle. « Tout cela me semble parfaitement banal », grommela-t-il d'une voix traînante. « Où est donc le danger, Altari ?» L'ambassadeur Calais détourna les yeux de l'affichage, ses prunelles hantées par ce qu'il avait découvert. Il prit une inspiration tremblante, puis se redressa. « Le danger ne réside pas dans ce que vous voyez, général. Il est dans leur histoire. Pendant que nous étudions leur culture, nous avons mis à jour quelque chose de terrifiant. Ils n'ont jamais connu la paix. Pas une seule décennie en 5000 ans. » Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Les holoprojecteurs changèrent soudain de tonalité, déversant une avalanche d'images sombres et violentes. Champs de bataille antiques où des armées de chair et de métal s'affrontaient à la lance et à l'épée. Bruits sources de canons, sifflements de flèches, cris déchirants de la guerre. Puis les époques défilènent, et avec elles, la violence s'intensifiait. Explosions de poudre, tranchées boueuses, colonnes de blindés, villes en ruine. Enfin, des champignons atomiques montèrent vers le ciel, illuminant l'humanité de l'éclat funeste de ses propres inventions. Cal reprit, la voix plus grave. Ils ont fait de toute une arme, la musique, l'art, les mots, les poisons, les maladies, les bombes capables de briser des planètes. Mais ce ne sont pas seulement les armes qui sont inquiétantes, c'est leur esprit. Ils étudient que la guerre non pour l'éviter, mais pour la perfectionner. Ils créent des simulations, analysent chaque bataille, transforment la guerre en une science exacte, presque une branche des mathématiques. Autour de lui, le conseil était pétrifié. Même les races autrefois belliqueuses semblaient secouées, leur propre histoire pâlissant devant la brutalité méthodique de l'humanité. Les images défilaient toujours. Des laboratoires où des humains en blouse blanche manipulaient des virus sous microscope. Des compositeurs écrivant des symphonies pour galvaniser des soldats. Des artistes peignant la guerre pour en faire des mythes. Des stratèges traçant des lignes rouges sur des cartes, calculant froidement les pertes et les gains. Cale marqua une pause, laissant le silence s'alourdir. Puis il fixa le général Vex, dont le rictus avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils perplexe. « J'ai posé une question à leurs dirigeants, » poursuivit Cale. « Je leur ai demandé ce qui se passerait si une force étrangère attaquait la Terre. » Les images s'arrêtèrent sur le visage d'un chef humain, filmé lors de l'entretien. Les rides du pouvoir, le regard perçant, la mâchoire crispée. Ils ont répondu, cita Cale, que non seulement ils se défendraient, mais qu'ils démantèleraient que la civilisation de leurs ennemis, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des cendres et des regrets. Le mot « regret » tomba dans la salle comme un couperet. Mais ce n'était pas tout. Cale, d'un geste lent, fit rejouer le dernier fragment de l'entretien. On y voyait le dirigeant humain
après avoir prononcé sa menace, esquissait un sourire. Un sourire ni cruel ni joyeux, mais froid, déterminé, presque inhumain dans sa résolution. Un frisson traversa l'assemblée. Les représentants se regardaient, bouleversés. Certains griffaient nerveusement leur siège, d'autres échangeaient à voix basse, comme pour conjurer la terreur diffuse qui venait de s'installer dans la salle. La voix de Cale, désormais à peine plus qu'un souffle, conclut, laissant le conseil suspendu à ses paroles. Et puis, ils ont souri. Le silence, dense, impénétrable, avala la dernière image. Les regards se n'étaient plus tournés vers l'holo-affichage, mais vers l'ambassadeur Altari, cherchant dans ses yeux une échappatoire à l'inquiétude, ou un espoir que cette révélation ne soit qu'un mauvais rêve. Dans la grande salle, l'écho du sourire humain résonnait encore, invisible, mais plus coupant que n'importe quelle arme. Ce soir-là, pour la première fois, l'immense Conseil galactique sut ce que signifiait le doute. La salle du Conseil de guerre Draconus, taillée à même la roche volcanique, semblait respirer à la menace. De lourds cristaux rouges, incrustés dans les murs, projetaient une lumière sanglante sur les visages rudes des officiers réunis autour de la table circulaire. Au centre, tel un monolithe vivant, trônait l'empereur Thrax. Sa silhouette massive, couverte de cicatrices et d'armure noire, imposait silence et respect. Les autres chefs Draconus, dont le général Vex et l'amiral Rex, s'inclinaient à peine sous son regard de prédateur. Thrax, la mâchoire déformée par une vieille blessure, laissa échapper un ricanement moqueur. « Les Altari ont peur des humains », lança-t-il, ironique. Les mêmes Altari qui déposent les armes à la première étincelle de conflit. Un murmure d'approbation parcourut la salle, mais Vex, plus prudent, garda les bras croisés. « Mon empereur, Cal avait l'air vraiment terrifié, osa-t-il. Peut-être devrions-nous enquêter avant d'agir. L'Altari n'est pas du genre à s'alarmer sans raison. » Un silence tendu suivit, vite brisé par l'amiral Rex, le plus jeune à la table, qui fit apparaître une série d'hologrammes sur la surface de pierre. Les images révélaient le système solaire terrestre. Planètes alignées, orbites tracées, points lumineux, marquant les stations humaines. Terre est isolée, affirma Rex avec assurance, à peine capable du vol supraluminique. Leurs plus grands vaisseaux sont des cargos lents. Leur technologie a 2 siècles de retard. Défense, négligeable. Le commandant Drex, chef des forces terrestres, laissa échapper un ricanement rauque. Forces au sol. Ils combattent encore à l'épée, ces humains. Rex ne sourit pas, mais fit défiler d'autres images. Soldats humains en uniforme disparate, tirs de projectiles, explosions dans la poussière. Armes à projectiles, explosifs de base. Leur blindage n'arrêterait même pas nos premiers canons à plasma. Ils s'accrochent à des tactiques primitives. Un rire général monta, guttural, moqueur, résonnant entre les colonnes de basalte. Drex frappa la table de ses griffes, amusé. « Je demande à voir la peur des Altari. Face à de telles reliques, même nos cadets pourraient balayer leurs armées. » Mais Vex, le regard sombre, persista. « Méfions-nous de l'arrogance, souffla-t-il. Cal a parlé de leur volonté, de leur capacité à transformer la guerre en art. Peut-être cache-t-il des ressources que nos capteurs ignorent. » Thrax se leva alors, dominant l'assemblée de toute sa hauteur. Son ombre s'étendit sur la table comme un linceul. « Amiral Rex, combien de temps pour les soumettre ?» demanda-t-il d'une voix qui portait jusqu'aux galeries supérieures. Rex, imperturbable, fit défiler une simulation stratégique. Des flottes Draconus apparaissaient, encerclant la Terre, vaporisant satellites et défenses orbitales. Avec 300 vaisseaux, 2 à 3 semaines suffiraient. Ils n'ont nulle part où fuir, aucun allié. Une fois l'effet de surprise passé, ils seront à genoux. Le commandant Drex ajouta, le sourire carnassier. Nos troupes débarqueront sur tous les continents en une seule nuit. Les centres de commandement tomberont avant même qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Un murmure d'excitation monta autour de la table. Les yeux Draconus brillaient d'une lueur prédatrice, déjà impatients de goûter à la conquête.
Thrax écarta les bras, ses écailles luisant sous la lumière cramoisie. « Préparez la flotte. Nous ne demandons pas la permission. La terre portera nos couleurs. » L'assemblée éclata en cris d'approbation, les poings frappant la table. Des ordres fusaient déjà à travers les réseaux de communication. Sur les murs, les anciens glyphes Draconus semblaient s'embraser. Les amiraux et les généraux se levaient, se saluaient à la manière guerrière, prêts à lancer la machine de guerre. Dans la salle, l'énergie était électrique, l'arrogance et la confiance se disputant la première place. Aucun doute ne semblait subsister, hormis dans le regard de Vex, qui suivait les hologrammes de la Terre, pensif. Il avait vu la peur dans les yeux de Cale, et il savait que la guerre n'était jamais aussi simple que sur les cartes stratégiques. Alors que les ordres de mobilisation couraient déjà dans les artères de la flotte Draconus, que la nuit s'emplissait du grondement des préparatifs, une ombre de doute persistait, fragile et tenace sous les éclats de victoire annoncés. Au cœur de la pierre rougeoyante, alors que la guerre se mettait en marche, nul ne pouvait deviner ce que révélerait l'aube prochaine, ni quelle vérité attendait, tapis, sur le monde bleu, que tous croyaient sans défense. Dans l'obscurité glacée de l'espace, les chantiers orbitaux Draconus s'étendaient comme une cité de titans, hérissée de tours métalliques, de docks suspendus, de passerelles grouillantes. Des projecteurs rouges balayaient la surface des coques en construction, révélant l'ampleur vertigineuse de la flotte. Des cuirassés, longilignes et hérissés de tourelles, côtoyaient des transporteurs de troupes massifs, des croiseurs rapides, des chasseurs en essaims disciplinés. Au loin, des destroyers lourdes, des frégates et des vaisseaux de soutien attendaient leur tour sous la lumière crue des balises, chaque navire portant fièrement l'emblème du dragon écarlate. Des centaines de cargos accostaient sans relâche, déversant cargaisons d'armes, de munitions, de vivres et d'armures. Des robots palants déplaçaient des caisses de torpilles à antimatière, des batteries de canons à plasma, des containers de drones de combat. Les équipages, disciplinés jusqu'à l'obsession, s'activaient dans un ballet mécanique. Ingénieurs rivant les dernières plaques de blindage. Soldats embarquant par escadrons entiers. Officiers vérifiant les manifestes. Les communications bruissaient d'ordre bref, chaque voix Draconus résonnant de la promesse d'une victoire écrasante. Dans le néant étoilé, la formation de la flotte ressemblait à une tempête se préparant à déferler. 300 vaisseaux de guerre se plaçaient en rang serré, leurs moteurs d'hyperpropulsion chauffant déjà, prêts à déchirer le tissu de l'espace. Les capitaines recevaient les derniers codes de mission. Les pilotes de chasse révisaient leur routine de décollage. Les commandants de troupes motivaient leurs soldats d'un ton martial. À bord du vaisseau amiral, le courroux de l'Empire, le pont de commandement baignait dans une lumière mordorée, reflet des écrans de contrôle et des cristaux d'état-major. L'amiral Rex, silhouette anguleuse, se tenait face à la baie panoramique, observant la flotte. Derrière lui, les officiers de passerelle échangeaient des rapports techniques, les doigts courant sur les interfaces tactiles. Rex attendit que le silence s'impose, puis s'exprima d'une voix grave, chaque mot pesé comme un ordre. Cap sur le système sol, vitesse maximale. Un écho de confirmation traversa la passerelle. Les opérateurs enclenchèrent les séquences d'alignement hyperspatial. Les matrices de navigation calculèrent les trajectoires d'insertion, synchronisant les 300 vaisseaux dans une danse parfaite. Les réacteurs hurlèrent en montant en puissance, les coques vibrèrent sous l'effort, des arcs électriques coururent le long des pylônes de transmission. À l'extérieur, la flotte entière s'illumina d'un même éclat bleuté. Dans une chorégraphie inhumaine, chaque vaisseau s'enfonça dans le tunnel de l'hyperespace, déchirant la réalité comme une lame fend la soie. En un battement de cœur, la tempête disparut, ne laissant derrière elle qu'un silence lourd de menaces. Loin, très loin, à la lisière d'un astéroïde oublié, un vaisseau éclaireur Altari se tenait dissimulé dans l'ombre. L'habitacle était plongé dans une pénombre bleutée, rythmée par les pulsations des systèmes furtifs. À la console de pilotage, Cale observait la scène, son visage marqué d'angoisse et de fatigue.
Chaque détail de la flotte Draconus lui brûlait la rétine. La discipline implacable, la puissance de feu, la certitude d'une offensive totale. Il pianota fébrilement sur les commandes, déclenchant les protocoles d'alerte interstellaire. Des hologrammes de la Terre s'affichaient, reliés à des réseaux diplomatiques, à des relais de l'Union galactique. Mais chaque signal était instantanément brouillé, aspiré dans le néant par le rideau d'interférence Draconus. Cale sentit la panique monter. Il savait ce que signifiait ce silence. Les humains, livrés à eux-mêmes, n'auraient aucun avertissement, aucun espoir de se préparer, de fédérer leurs forces, d'organiser une résistance coordonnée. Il tenta d'accéder à d'autres fréquences, d'envoyer un message crypté par des canaux secondaires. Mais chaque tentative se heurtait à une muraille électronique, à une contre-mesure nouvelle, impitoyable. La voix intérieure de Cale, lourde de désespoir, résonna dans l'habitacle, portée par la solitude du vide. Les humains affronteront l'invasion seuls, sans aucun avertissement. À travers la baie d'observation, il vit le dernier éclat d'hyperespace s'éteindre. La flotte Draconus avait disparu, lancée vers la Terre comme une flèche noire. L'obscurité sembla soudain plus froide, plus lourde. Cale s'accrocha à l'accoudoir, le souffle court, conscient que tout venait de basculer. Il savait qu'au-delà du silence, la vraie tempête n'avait pas encore commencé. À la lisière du système solaire, l'espace semblait se tordre sous la pression d'une tempête naissante. Un à un, les vaisseaux Draconus émergèrent de l'hyperespace, leurs coques sombres lacérées de lumière, tel un essaim métallique prêt à engloutir toute résistance. La flotte entière se déploya, couvrant le vide d'une armada de guerre. Cuirassés massifs, croiseurs hérissés d'armes, transporteurs bardés de blindages. L'obscurité du cosmos était désormais zébrée de lueurs rouges, de trajectoires tactiques et de signaux de commandement. Sur la passerelle du courroux de l'Empire, l'atmosphère était tendue mais confiante. L'amiral Rex, silhouette droite, fixait les écrans tactiques où des dizaines de symboles humains s'affichaient, minuscules face à l'ampleur de sa flotte. Il se tourna vers ses officiers. « Rapport », ordonna-t-il. L'officier au censeur scruta ses relevés, la voix posée. « Activité minimale, mon amiral. Quelques stations orbitales, une poignée de vaisseaux. Pas de défense significative détectée. » L'officier aux communications leva la tête, un sourire narquois sur les lèvres. « Une transmission en provenance du secteur humain, annonça-t-il. 37 vaisseaux. La plupart sont des conversions civiles. » Rex laissa échapper un rire bref, incrédule face à tant d'audace. « Passez-les à l'écran, lança-t-il d'un ton moqueur. L'image holographique s'imposa aussitôt au centre de la passerelle. Un homme d'allure austère, calme et déterminé apparut. Le capitaine Blake, Forces de défense terrienne. Son uniforme était sobre, son regard inébranlable. Aucun tremblement dans sa voix. « Vous venez d'entrer dans notre territoire », déclara Blake. « Vous avez 10 minutes pour faire demi-tour, ou nous nous défendrons. » Le silence dura un battement de cœur, avant que la salle Draconus n'éclate d'un rire tonitruant. Les officiers se tapaient sur les cuisses, des larmes d'amusement brillant dans leurs yeux reptiliens. Rex, hilar, ne prit même pas la peine de masquer son mépris. « Vous défendre contre 300 vaisseaux » railla-t-il. Blake ne broncha pas. Son visage resta impassible, ses yeux fixant Rex à travers des années-lumière et des siècles de différences culturelles. « Il vous reste 8 minutes, amiral », répondit-il simplement. Le rire s'éteignit. Rex sentit l'agacement l'emporter. « Ciblez leur vaisseau, amiral !» Feu. La passerelle vibra sous la puissance des batteries principales. Un rayon de plasma jaillit, traversant l'espace en une fraction de seconde et frappant de plein fouet le navire de Blake. L'impact fit luire la coque, qui sembla absorber l'énergie, la surface métallique irisée par la chaleur. Mais le vaisseau humain demeura intact, avançant toujours, impassible. Rex recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Feu à nouveau! Toutes les batteries, maintenant !» Les Draconus obéirent. Une salve dévastatrice de rayons plasma s'abattit sur le vaisseau humain et ses alliés.
Mais une fois encore, l'effet fut nul. Les coques des navires terrestres scintillaient, vibraient, puis, contre toute attente, restaient indemnes. Un silence stupéfait remplaça l'arrogance sur la passerelle Draconus. Les officiers échangeaient des regards inquiets, la certitude de leur supériorité soudain fissurée. Rex, furieux, martela les commandes, cherchant une explication dans les relevés. Sur les écrans, les vaisseaux humains commencèrent à se mouvoir. Loin de la discipline rigide attendue, leurs manœuvres étaient fluides, imprévisibles, presque chaotiques. Certains fonçaient droit sur la flotte Draconus, d'autres zigzaguaient, disparaissant derrière des débris ou se masquant dans les interférences. Leur formation semblait désordonnée, mais chaque mouvement obéissait à une logique cachée, à une stratégie que les algorithmes Draconus ne parvenaient pas à anticiper. Des signaux cryptés fusaient entre les navires terrestres. Des drones de reconnaissance jaillirent, sondant les faiblesses de la flotte d'invasion. L'artillerie humaine, modeste en apparence, commença à tirer, visant non pas les plus gros vaisseaux, mais les points de relais, les systèmes de communication, les batteries de senseurs. Rex, toujours figé, vit la situation lui échapper. Les plans préparés par son état-major se brouillaient. La confiance des Draconus se changeait en doute, puis en peur naissante. Quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, animait la défense humaine. Dans l'immensité froide de l'espace, la tempête métallique Draconus venait de rencontrer une résistance inattendue. Et, pour la première fois, leur certitude vacillait. La bataille ne faisait que commencer, et déjà, l'histoire semblait vouloir s'écrire autrement. La passerelle du courroux de l'Empire vibrait d'une tension nerveuse. Là où quelques instants plus tôt régnait l'arrogance, la panique se propageait désormais comme un incendie incontrôlable. Les alarmes mugissaient, les écrans tactiques clignotaient de rouge, les ordres et contre-ordres s'entrecroisaient dans un chaos inédit pour l'état-major Draconus. L'officier tactique, les écailles luisantes de sueur, hurla à travers le tumulte. « Leurs vaisseaux accélèrent, amiral. Ils adoptent une formation d'attaque. » Rex, le visage figé entre incrédulité et rage, se redressa, la voix plus âpre que jamais. « Tous les vaisseaux feu à volonté. Feu à volonté. » L'espace se transforma en un maelstrom incandescent. Les batteries plasma. Draconus ouvrait que le feu, zébrant la nuit de lances d'énergie. Mais les vaisseaux humains dansaient entre les projectiles, avec une précision inhumaine. Leurs mouvements défiaient toute logique militaire connue, esquivant les tirs, se glissant dans les angles morts, profitant de chaque brèche. Les croiseurs humains ripostaient, mais ce n'étaient pas des rayons, ni des missiles sophistiqués qui jaillissaient de leurs tourelles. De simples blocs de métal, propulsés à une fraction de la vitesse de la lumière. Chaque projectile frappait avec une violence démesurée, traversant les boucliers Draconus comme du papier, perforant coques et réacteurs, pulvérisant compartiments entiers dans une gerbe de feu et de débris. L'officier scientifique, blême, fixait ses relevés, la voix tremblante. Leurs projectiles atteignent des vitesses relativistes. La force d'impact est astronomique. Nos boucliers ne tiennent pas. À l'extérieur, le balai mortel s'intensifiait. Plusieurs vaisseaux humains, déjà endommagés, se précipitaient délibérément contre les cuirassés Draconus, dans des trajectoires suicidaires. Au dernier moment, leurs coques s'ouvraient pour libérer des charges nucléaires, frappant au cœur des lignes ennemies. Les explosions blanches avalaient des pans entiers de la flotte d'invasion, vaporisant tout sur leur passage, désintégrant blindage et équipage dans la même fulgurance. « Ils se sacrifient !» s'écria l'officier tactique incrédule. « Ils utilisent leurs propres vaisseaux comme des bombes. » Rex, les griffes enfoncées dans l'accoudoir de son siège, vit l'un des croiseurs humains percuter un transporteur Draconus. La lumière de l'explosion fit vaciller les systèmes du courroux de l'Empire. Des alarmes retentirent, signalant des brèches dans la coque, la perte de plusieurs batteries, des incendies hors de contrôle. La panique gagna la passerelle. Des officiers fuyaient leur poste. D'autres
hurlaient des rapports contradictoires. Sur les écrans, la flotte Draconus semblait se disloquer. Certains vaisseaux explosant, d'autres dérivant. Moteurs morts, communication coupée. Rex, à bout de souffle, sentit une vibration sourde secouer la coque. Une brèche béante s'ouvrit dans la section tribord. Un souffle d'air et de débris aspira un officier hors du vaisseau avant que les cloisons d'urgence ne s'abattent. Le pont trembla sous un nouveau choc. « Replie !» cria Rex, la voix éraillée par la terreur. « Toutes les unités, retraite immédiate. Sautez en hyperespace maintenant !» Les ordres se répercutèrent dans la confusion générale. Les vaisseaux survivants. Draconus, marqués de cicatrices, s'alignèrent à la hâte pour la séquence de saut. Plusieurs furent pulvérisés avant d'atteindre la vitesse requise. D'autres, désemparés, s'évanouirent dans les lueurs de l'hyperespace, abandonnant derrière eux une traînée de carcasses fumantes. 75. Vaisseaux. Draconus ne répondirent plus jamais à l'appel, réduits à l'état de débris glacés, flottant au milieu du champ de bataille. La flotte victorieuse, fière de sa supériorité, n'était plus qu'une armée brisée, fuyant la colère d'une humanité qu'elle avait crue sans défense. Ah, Kia. Du côté humain, le calme revenu n'était qu'apparent. Les croiseurs et frégates restants portaient les stigmates de l'affrontement, coques trouées, ponts noircis, système secondaire en panne. Mais la ligne humaine tenait bon, soudée dans la victoire arrachée à la folie. Les équipes de réparation s'activaient déjà, soudant, remplaçant, éteignant les incendies. Les blessés étaient évacués vers les sections sûres, tandis que les commandants évaluaient les pertes et les dégâts. Sur la passerelle du vaisseau amiral humain, Blake, debout malgré la fatigue, observait les relevés tactiques. La voix de ses officiers murmurait les chiffres, les noms des disparus, le décompte précis des vaisseaux sacrifiés. Son regard restait dur, déterminé. Il s'approcha de la console de communication, activa le canal longue portée et transmit d'une voix claire, sans trembler. « Transmettez ceci à votre empereur », annonça-t-il. Chaque mot pesait comme une promesse. S'il veut la terre, qu'il vienne la prendre lui-même. Nous l'attendrons. Le message fut enregistré, diffusé, répété en boucle sur toutes les fréquences ouvertes. Sur les écrans, les premiers signaux de repli Draconus s'effacèrent, remplacés par le silence des vaincus. Dans le vide du champ de bataille, la flotte humaine, meurtrie mais debout, commença à se réorganiser. Au loin, entre les épaves et les lueurs mourantes des explosions, flottait la certitude d'une chose nouvelle. La guerre n'était pas finie. Ce n'était que le commencement d'une histoire où la peur, le courage et la rage allaient désormais s'écrire en lettres de feu. Le sol noir du trône Draconus absorbait la lumière, rendant l'air plus lourd, chaque souffle plus difficile. L'atmosphère, saturée de vapeurs métalliques et d'encens guerrier, oscillait au rythme de la colère de l'empereur Thrax. Drapé dans une cape d'écaille et d'acier, immense, il trônait, les griffes crispées sur les bras de son siège, l'œil brûlant d'une haine froide. À ses pieds, l'amiral Rex, silhouette cabossée par la honte, ployait le genou, la tête basse, son uniforme déchiré portant les cicatrices de la défaite. Autour d'eux, la cour Draconus retenait son souffle. Les généraux, les stratèges, les dignitaires, nuls n'osaient troubler ce moment. Seul le cliquetis lointain des sentinelles et le grondement sourd des forges brisaient le silence. Thrax se pencha, la voix grondante d'orage. 75 vaisseaux anéantis par 37 misérables coques humaines. Comment est-ce possible, Rex? Le ton, d'abord glacé, s'enflamma d'une colère croissante. Rex releva les yeux, cherchant les mots, son souffle court. Ils ne combattent comme aucun adversaire rencontré, mon empereur. Leur tactique défie toute logique. Leur technologie paraît primitive, mais chaque arme frappe avec une violence inouïe. Ils anticipaient tous nos mouvements, s'adaptaient à chaque assaut. Nos plans étaient inutiles face à leur imprévisibilité. Thrax, déjà debout, son ombre engloutissant le sol, rugit.
Ce ne sont que des excuses. Les Draconus ne fuient pas devant des barbares. Nous retournerons là-bas, avec tous les vaisseaux de l'Empire, et nous les écraserons. Son cri fit trembler les murs, fit reculer les courtisans d'un pas. La rage de l'empereur était palpable, presque vivante, cherchant à dévorer toute faiblesse. Rex, accablé mais lucide, insista. « Mon empereur, ils sont prêts à tout. Ils sacrifient leurs propres vaisseaux, leurs équipages. Aucun de nos ennemis n'a jamais combattu ainsi. Nous devons les aborder différemment. » Mais Thrax ne l'écoutait déjà plus. Il claqua des griffes, appelant les stratèges, les maîtres de la logistique, les commandants de flotte. Qu'on prépare la mobilisation générale, que chaque chantier produise à pleine capacité. Il n'y aura aucune pitié cette fois. Au-dessus des lunes industrielles, les chantiers spatiaux Draconus s'embrasaient d'une activité sans précédent. D'immenses forges crachaient des nuages de vapeur, des robots soudeurs dessinaient des arcs électriques sur la peau des cuirassés. Des escadrons de mécaniciens, de pilotes, de soldats convergeaient vers les docks, disciplinés et féroces. 800 vaisseaux prenaient forme, cuirassés, croiseurs, transporteurs, plateformes d'artillerie orbitale, vaisseaux kamikazes, escorteurs de chasse. La cadence était infernale. Les chaînes de montage bourdonnaient, les systèmes d'armement étaient testés, calibrés, chargés jusqu'à la limite. Chaque soute regorgeait de munitions, de drones tueurs, d'armes chimiques et biologiques. Les salles d'embarquement résonnaient de la clameur des troupes. Le général Vex, figure massive et implacable, hurlait les ordres, inspectait les rangs, corrigeait d'un coup de griffe la moindre hésitation. Personne ne pose le pied sur un monde humain, ordonna-t-il, sans avoir juré de n'y laisser que des ruines. Nous ne sommes plus là pour conquérir, mais pour anéantir. L'amiral Rex, malgré la brûlure de sa défaite, se redressa à la vue de cette force colossale. Il prenait le commandement suprême de la flotte, ses yeux durs n'exprimant plus ni honte ni crainte, mais une résolution froide. Les officiers se rassemblaient autour de lui, chacun recevant ses codes d'engagement, ses itinéraires de saut, ses cibles prioritaires. Les capitaines de croiseurs juraient, la main sur le cœur d'acier de leur vaisseau. Les pilotes de chasse, impatients, affûtaient leurs griffes et leurs réflexes. Les techniciens finalisaient les systèmes de brouillage, perfectionnaient les torpilles à antimatière. Le grand arsenal Draconus était en marche, un monstre de feu et de métal, destiné à balayer toute trace de vie humaine. Dans la salle du dernier conseil, Thrax se tenait debout, imposant, entouré de ses lieutenants, de ses stratèges et de ses chefs de guerre. Un silence de mort régnait, chaque regard fixé sur l'empereur, attendant le verdict, la sentence. Thrax, la voix basse et terrible, prononça les mots qui allaient sceller le destin d'un monde, bombarder chaque planète humaine depuis l'orbite. Aucun être vivant ne doit survivre. Aucune trace de leur existence ne doit subsister. Ce sera le prix de leur arrogance. Les ordres étaient clairs, sans appel. Il n'y aurait pas de négociation, pas de prisonniers, pas de compromis. L'armada entière, la plus vaste jamais assemblée dans l'histoire galactique, allait s'élancer pour une croisade d'annihilation. Les portes du Conseil s'ouvrirent sur le fracas des armures, la clameur des moteurs, le rugissement de la foule guerrière venue assister au départ. Les vaisseaux, l'un après l'autre, s'arrachèrent à l'orbite, formant une vague de lumière écarlate, prête à déferler sur le système solaire. Alors que la flotte Draconus s'éloignait, déchirant l'espace de son passage, un pressentiment glacé s'insinuait dans les esprits. Cette bataille ne ressemblerait à aucune autre. Les flammes de la vengeance allaient bientôt embraser les mondes, et rien ne pourrait arrêter la tempête à venir. L'espace du système solaire se troubla sous la distorsion de centaines de signatures hyperspatiales. L'armada Draconus, 800 vaisseaux dans un balai de feu et d'acier, surgit à la lisière du soleil, prête à écraser toute résistance humaine. Les croiseurs, cuirassés et transporteurs se déployèrent dans une formation de conquête, confiants dans leur puissance, impatients de commencer l'extermination promise.
Mais ce n'était plus la même terre qu'ils avaient affrontée. Là où ils s'attendaient à trouver quelques dizaines de navires, ils découvrirent plus de 200 vaisseaux de guerre humains, alignés dans une formation impeccable, et flottant entre les planètes, autour des lunes. Une myriade de plateformes orbitales, longtemps camouflées, s'activaient soudain, révélant leurs batteries d'armes, leurs réseaux de mines et de drones tueurs. À bord du Humanity's Resolve, le vaisseau amiral humain, le capitaine Blake scrutait l'horizon numérique. Les flux de données défilènent, chaque vaisseau humain prêt à engager l'ennemi. « Signez la flotte !» ordonna Blake, position défensive. « Activez toutes les plateformes. » Des milliers de signaux jaillirent à travers le système. Les plateformes orbitales déployèrent leurs canons, leurs boucliers, leurs projecteurs de mines. Les vaisseaux humains se repositionnèrent avec une précision mathématique, prêts à absorber le choc de l'assaut Draconus. L'armada ennemie chargea, sûre de sa supériorité. Mais à peine les premiers vaisseaux franchirent-ils la limite de sécurité qu'un enfer se déchaîna. Des champs de mines savamment dissimulés explosèrent en séquences parfaitement coordonnées. Les déflagrations n'étaient pas aléatoires. Chaque mine calculée pour désintégrer une formation, pour souffler le cœur d'un escadron, pour piéger les flancs. Les Draconus, pris au dépourvu, virent des dizaines de vaisseaux s'embraser, des ponts entiers arrachés, des communications brouillées par le chaos. Sur le pont d'un croiseur Draconus, l'officier scientifique pâle hurla « Ce n'est pas du hasard. Les humains ont tout prévu. Chaque détonation est calculée. » Les humains passèrent aussitôt à l'offensive. Leur flotte, d'abord immobile, se mit à manœuvrer avec une discipline implacable, chaque escadron couvrant le suivant, chaque salve exploitant la moindre faille dans les lignes ennemies. Les formations Draconus, déjà désorganisées, furent harcelées, contournées, prises, à revers. Les humains adaptaient que leurs mouvements à chaque manœuvre adverse, réécrivant sans cesse les règles du combat. Sur Mars, les troupes d'assaut Draconus débarquèrent dans des cités fantômes. Les rues étaient vides, silencieuses, mais chaque bâtiment était piégé. Murs piégés, planchers minés, conduites piégées de gaz toxiques. Les escouades avançaient, se dispersaient, puis étaient anéanties par des explosions ciblées, des pièges à gravité, des drones kamikazes. Les civils avaient disparu, évacués ou cachés, laissant derrière eux une planète transformée en labyrinthe mortel. Sur Europe, les troupes Draconus progressaient lentement sur la glace. Des fissures géantes s'ouvraient soudain, engloutissant des chars entiers dans les profondeurs liquides. Parfois, la croûte de glace s'effondrait sans avertissement, emportant régiments et blindés dans un abîme d'eau glacée et de ténèbres. Dans la ceinture d'astéroïdes, les stations minières humaines devinrent des armes géantes. Les Draconus virent, trop tard, les rails électromagnétiques s'aligner sur leurs vaisseaux. Des rochers massifs, propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière, traversaient que les cuirassés, pulvérisant coques et équipages. Les plateformes de défense s'éveillaient, lançant des volées de projectiles, saturant l'espace de pièges mortels. Sur la passerelle du courroux de l'Empire, Rex assistait, impuissant, à ce carnage organisé. Il voyait ses propres armes, capturées lors de la première invasion, être retournées contre sa flotte. Torpilles à antimatière, brouilleurs de communication, drones autoréplicants. Ils ont tout transformé en armes, murmura-t-il, le souffle court. Ils utilisent pour même notre propre technologie contre nous. Les mois s'écoulèrent dans la fureur et la douleur. Les Draconus tentèrent de s'adapter, mais chaque fois qu'ils trouvaient une faille, la tactique humaine changeait déjà. Les flottes humaines se reconfiguraient en temps réel, exploitant chaque donnée, chaque faiblesse. Les armes évoluaient. Les plateformes changeaient de place, les mines étaient redéployées. Rien n'était laissé au hasard. Les mondes humains n'étaient plus des cibles passives. Ils étaient devenus un champ de bataille mouvant, imprévisible, où chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, chaque astéroïde pouvait se muer en piège mortel. Les Draconus, malgré leur puissance, voyaient leur avance fondre,
Leur morale s'effondrait. Leur flotte saignait par une guerre qui semblait n'avoir ni front, ni règles, ni fin prévisible. Dans le vide du système solaire, alors que les flammes de la guerre dansaient sur des mondes défigurés, une évidence s'imposait à tous. La survie humaine n'était pas un accident, mais une volonté farouche, inventive, prête à tout pour arracher la victoire, quel qu'en soit le prix. 6 mois après le début de la plus grande invasion de l'histoire galactique, l'espace du système natal Draconus était devenu un cimetière silencieux. L'armada victorieuse, qui comptait jadis 800 vaisseaux, n'en ramenait plus que 150, tout meurtris, écorchés, moteurs grésillants et coques cabossées. Les croiseurs affichaient des cicatrices de plasma. Les transporteurs traînaient des pans entiers de blindage arrachés. Les communications étaient nées saturées de cris, de rapports désespérés, de signaux brouillés. Alors que la flotte Draconus approchait enfin de la lueur familière de son étoile, le soulagement laissa place à la stupeur. Là, au bord de leur système, 20 vaisseaux humains attendaient. Alignés sans formation offensive, leurs silhouettes noires, étranges et familières à la fois, bloquaient toute retraite. Sur la passerelle du courroux de l'Empire, Rex Hagar se figea devant les écrans. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, la gorge serrée. « Nous avons détruit tous leurs vaisseaux supraluminiques. Ils ne devraient pas être ici. » Le silence fut brisé par la voix du scientifique en second, pâle et tremblant. « Ils ont rétroconçu notre technologie, amiral, et ils l'ont améliorée. Le choc fut total. Les senseurs Draconus repéraient des signatures d'énergie modifiées, des émissions furtives, des manœuvres impossibles à anticiper. L'impossible était devenu réalité. Les humains avaient non seulement survécu, mais ils avaient transcendé les limites de la technologie Draconus, déployant des vaisseaux capables d'apparaître n'importe où, n'importe quand. Sur la planète Draconus, la nuit était rougeoyante. De vastes incendies contrôlés, parfaitement circonscrits, consumaient uniquement les cibles militaires. Les cités civiles, intactes, brillaient sous la lueur des flammes lointaines. Depuis son balcon d'obsidienne, l'empereur Thrax observait, les poings serrés, les mâchoires contractées. La porte s'ouvrit dans un souffle de cendres. Le général Vex entra, son armure cabossée, les yeux encore écarquillés par l'incompréhension. « Ils sont apparus de nulle part, » allaita-t-il. « Ils ont frappé chaque base, neutralisé le réseau de défense orbitale. Nous n'avons rien vu venir. » Thrax ne répondit pas. Il voyait, depuis la hauteur, les équipes de sabotage humaines, insaisissables, se retirer dans la nuit, après chaque explosion chirurgicale. Les radars, les batteries, les centres de commandement, tout était neutralisé, mais aucune cible civile n'avait été touchée. Les troupes Draconus, démoralisées, déposaient les armes. Les sirènes de l'alerte générale s'étaient tues, remplacées par un silence assourdissant. Dans l'ombre, les forces spéciales humaines opéraient avec une maîtrise terrifiante. Équipées de versions avancées de la technologie Draconus, invisibles aux capteurs, elles frappaient sans avertissement, puis disparaissaient. Les garnisons tombaient les unes après les autres, sans même comprendre ce qui les avait frappées. Sur le courroux de l'Empire, la passerelle était plongée dans une lumière blafarde, l'équipage figé dans l'attente. Soudain, les écrans s'illuminèrent d'une transmission cryptée. L'image du capitaine Blake apparut, calme, déterminé, entouré de l'ombre mouvante des vaisseaux camouflés. Sa voix coupa le silence comme une lame. « Nous pourrions tout détruire maintenant, amiral. Mais cela n'aurait aucun sens, la guerre est terminée. Discutons des conditions. » Sur la passerelle, nul ne bougea. Rex sentit le poids de la défaite, mais aussi une étrange lueur d'espoir, celle de la survie, peut-être, si l'orgueil laissait place à la raison. Dans le vide glacé du système Draconus, le destin d'un empire changeait de main, tandis que le futur s'écrivait sur des négociations nées de la guerre et du respect amer des vaincus. Dans la pénombre du trône Draconus, la lueur bleutée d'un projecteur holographique révélait l'image nette et déterminée du général Adams, commandant suprême de la défense terrienne. Face à lui,
l'empereur Thrax, encore vêtu de son armure d'apparat, fixait la projection sans détourner les yeux, les poings serrés sur les accoudoirs de pierre. Tout autour, la salle était silencieuse, saturée d'une tension qui vibrait jusque dans les murs. Adams parla d'une voix calme, ferme, sans trace d'arrogance. « Votre armée est détruite, votre flotte capturée, vos mondes sous notre contrôle. Mais nous ne sommes pas ici pour régner. Nous vous offrons la reddition avec dignité. Retirez-vous de tous les mondes conquis, démantelez votre machine de guerre et acceptez des observateurs humains. » Thrax laissa filer un silence chargé de défis. Son regard brûlait de fierté blessée, mais son empire n'était plus que ruine. « Et si nous refusons ?» gronda-t-il, la voix rauque mais vacillante. Adams n'eut pas besoin de hausser le ton. « Nous ferons ce que vous aviez prévu pour la Terre, mais je ne pense pas que cela sera nécessaire. » Le silence qui suivit fut coupant, Thrax fixant l'homme qui avait renversé le destin de 2 civilisations. Finalement, le monarque inclina la tête, non par soumission, mais par lucidité. La reddition fut acceptée. Dans tout l'empire Draconus, la nouvelle se répandit comme une onde de choc. Les vaisseaux abaissèrent leurs armes, les planètes ouvrirent leurs hangars, les bases militaires furent désarmées sous la surveillance des équipes humaines. Mais, contre toute attente, il n'y eut ni pillage, ni humiliation, ni esclavage. Un vaste mouvement de reconstruction commença. Les humains refusèrent le tribut. À la place, ils envoyèrent des enseignants, des médecins, des ingénieurs. Les premières écoles ouvrirent dans les ruines de cités bombardées. Des dispensaires mobiles se déployèrent dans les quartiers dévastés. Sur les chantiers, humains et Draconus travaillaient côte à côte. Les enfants des 2 espèces découvraient la lecture, les vaccins, l'électricité propre, la transmission pacifique du savoir. Partout, les rumeurs couraient. Les humains apportaient non pas la vengeance, mais la guérison. Leur générosité surprenait et désarmait plus sûrement que leurs armes. Dans les hôpitaux, les blessés Draconus recevaient les mêmes soins que les soldats terriens. Dans les laboratoires, des équipes mixtes exploraient ensemble les mystères de la génétique ou de l'astrophysique. Le passé de guerre cédait la place à une collaboration fébrile. Sur la station neutre du Conseil galactique, l'ambassadeur Cale attendait dans l'antichambre, le cœur battant. Il savait que ce jour serait historique. Quand le général Adams entra, droit, humble, sans un signe ostentatoire, Cale s'inclina, le visage grave. « Vous auriez pu les anéantir, » souffla Cale. « Pourquoi leur accorder la clémence ?» Adams prit le temps de répondre, la voix basse, presque méditative. « Les civilisations les plus fortes ne sont pas celles qui détruisent, mais celles qui choisissent de ne pas le faire. » Dans la grande salle, la session exceptionnelle du Conseil galactique s'ouvrit. Les représentants de dizaines de mondes assistèrent, incrédules, à la ratification de la paix. Pour la première fois, l'humanité fut reconnue non pour sa puissance militaire, mais pour sa sagesse. Elle inspirait respect et crainte, non par la terreur qu'elle pouvait infliger, mais par la main tendue qu'elle avait su offrir à son adversaire vaincu. Cale, en voix off, contemplait l'évidence nouvelle qui s'imposait à la galaxie. Les humains ont transformé leur plus grande force, la compréhension intime de la guerre en un don suprême, la connaissance de la paix durable. Peu à peu, dans tous les coins de la galaxie, les peuples comprenaient. On n'attaquait pas l'humanité parce qu'elle était la plus forte, mais parce qu'elle connaissait la guerre mieux que quiconque, et qu'elle avait choisi d'en faire l'outil de la paix. Et dans ce silence partagé, la promesse d'un nouvel équilibre se dessinait, fragile mais possible, sur les ruines d'une guerre que nul n'oublierait.